Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Aujourd'hui, une vidéo, je ne vais pas dire coup de gueule, mais en tout cas une vidéo sur l'engagement politique. C'est une vidéo que je souhaite faire parce que je constate avec les débats qu'il y a actuellement autour du projet de loi de finances. Vous le savez, on a un déficit public pour 2024 qui est attendu au-delà des 6%. On a une dette vertigineuse, plus de 110% du PIB. Et donc on est dans une situation financière extraordinairement difficile, tendue. Et voilà, alors le débat parlementaire a lieu, il y a beaucoup de propositions d'amendements, essentiellement des hausses d'impôts, alors qu'on est un pays, vous le savez, qui est déjà très bon dans ce domaine, c'est-à-dire qu'on a une charge fiscale qui est énorme, qui pèse beaucoup sur les entreprises, beaucoup sur les ménages aussi, en tout cas les ménages les plus aisés, hein, l'impôt sur le revenu est très concentré, et donc ce que l'on entend en permanence dans le débat, c'est plutôt augmenter les impôts, et en tout cas de la part des élus et des parlementaires, on a plus d'idées pour augmenter les impôts que pour essayer de baisser les dépenses. Et donc dans ce cadre-là, dans ce contexte-là, on entend beaucoup de commentateurs, des économistes, des politologues, des journalistes porter des jugements sur les élus d'une façon générale, et des jugements qui sont parfois extrêmement durs, qui portent quelquefois sur la compétence des élus, pas seulement, mais quelquefois sur la compétence des élus. Et on entend aussi beaucoup de propositions qui peuvent paraître assez simples sur le papier pour réduire la dépense publique, mais qui en réalité sont très loin des réalités de ce que moi je vis par exemple en tant qu'élu local, en tant que maire, conseiller départemental. Et donc c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, et pour tout vous dire, en fait c'est un tweet qui a mis un peu qui a déclenché mon envie de faire cette vidéo. C'est un tweet d'Olivier Babot, vous suivez peut-être sur Twitter, c'est quelqu'un de très respectable, hein. Je n'ai rien contre lui, simplement son tweet me permet de rebondir en quelque sorte, vous l'avez à l'écran. Et il dit nous sommes dirigés par des élus qui, pour certains d'entre eux, alors ils ne généralisent pas, ne maîtrisent pas le programme de seconde en économie, le programme de troisième en histoire, le programme de CM2 en mathématiques. Donc ils portent un jugement très sévère sur certains élus. Et en fait, sur le fond, je ne dirais pas qu'il a forcément tort, même si là c'est peut-être un peu excessif, un petit peu caricatural. Sur le fond, je pense qu'effectivement, sur ces 20 ou 30, 40 dernières années, le niveau moyen de la classe politique a plutôt baissé. Je vais essayer d'expliquer pourquoi, comment je l'analyse, mais je pense que c'est une réalité. Il y a plein d'éxplications, mais je pense que c'est une réalité. Ce qui est sûr, c'est que quand on regarde aujourd'hui les meilleurs d'une classe d'âge, l'élite d'une classe d'âge, aucun d'entre eux, aucun de ces jeunes ne veut faire de la politique. Quasiment aucun. Ceux qui sortent des très grandes écoles, qui ont les meilleurs diplômes, ne veulent surtout pas faire de la politique. Ils préfèrent s'engager dans le privé, d'abord parce qu'ils vont gagner beaucoup plus d'argent, et parce qu'ils auront beaucoup moins, passez-moi l'expression, d'emmerdement. Et d'ailleurs, il y en a un qui l'a dit très bien, c'est Alain Duhamel, qui avait été interrogé à l'occasion de la sortie d'un de ses livres, je crois que c'était en 2014, ça m'avait beaucoup marqué, parce que ce qu'il avait dit m'avait fait prendre conscience de ça en fait. Il y a une journaliste d'RTL qui lui dit « Mais alors Alain, vous qui êtes un observateur de la vie politique depuis 40 ans, il a démarré sa carrière au début des années 70, le fameux débat Giscard-Mitterrand de 74, puis après celui de 81. Et la journaliste lui dit « Mais au fond, vous Alain qui êtes un fin observateur de la vie politique, qu'est-ce qui a le plus changé en 40 ans ou 50 ans de vie publique en France ?» Mais il a dit « C'est très simple. Quand j'ai démarré ma carrière, à l'époque, tous les meilleurs, toute l'élite française voulait faire de la politique, s'engager en politique, accéder au pouvoir. Il dit aujourd'hui c'est l'inverse. L'élite, les meilleurs ne veulent surtout pas faire de la politique. Donc oui, je pense que le niveau moyen, général de la classe politique a beaucoup baissé. Et c'est un problème pour notre pays parce que les défis que nous devons relever collectivement sont des défis extraordinairement difficiles à relever, que les enjeux du monde d'aujourd'hui et de demain sont colossaux, le monde bouge très vite, le monde accélère à la fois sur le plan technologique, sur le plan géopolitique, il se passe beaucoup de choses, et sur le plan économique, l'Europe est en train de décrocher complètement, notamment des États-Unis, et même de l'Asie d'une façon générale, de la Chine et de l'Asie. Et donc on a des enjeux terribles devant nous. On a un déclin démographique, un déclin économique, bon. Et donc on a besoin d'avoir les meilleurs pour pouvoir relever ces défis. Et le constat que fait Olivier Babot, mais qui est partagé par beaucoup, et donc en partie par moi, c'est de dire qu'au fond, on a une classe politique qui n'a pas vraiment le niveau.
Et quand on voit les débats à l'Assemblée nationale, franchement, ils s'insultent, des bras d'honneur, des machins, c'est pathétique en fait, c'est pas à la hauteur des enjeux. Donc globalement sur le constat, je suis assez d'accord. Mais ce qui m'agace par-dessus tout, finalement, c'est que les commentateurs, les donneurs de leçons, qui sont sur les plateaux télé, à la radio, etc., et qui expliquent à longueur de journée qu'il faudrait faire ceci, cela, que les élus sont incompétents, qu'ils font n'importe quoi. Mais pourquoi vous restez spectateur en fait ? Pourquoi vous ne vous investissez pas en politique ? Il faut y aller, hein, allez-y. C'est facile de critiquer, c'est facile de faire des constats, c'est facile de dire ça va pas, regardez les déficits, regardez ceci, Yaka, Faucon, etc. Mais allez-y, investissez-vous en politique. On a besoin de tout le monde. Je le dis sans aucune ironie, je le pense sincèrement. Mais c'est vrai pour Olivier Babot, mais c'est vrai pour tout le monde. Investissez-vous en politique, on a besoin de vous. Alors, quand j'ai dit ça, j'ai mis un tweet, on me dit « Ah ben oui, mais c'est pas possible, on n'a pas les investitures, c'est les partis qui tiennent les investitures. » Bon, alors déjà, je tiens à dire que ça dépend de quoi on parle. En tout cas, au niveau local, dans les communes, alors je ne parle pas des très très grandes communes, où c'est très politisé, les métropoles, etc. Enfin, les métropoles, les très grandes villes, où c'est très politisé. Mais je peux vous dire que dans les communes de taille intermédiaire, on va dire les communes, alors taille intermédiaire, attention, parce que quand je dis taille intermédiaire, peut-être que certains d'entre vous imaginent des communes de 100, 150 000 habitants. Non, ça, ce sont des grosses communes. Hein, n'oubliez pas qu'en France, on a la moitié des communes qui ont moins de 10 000 habitants. Mais jusqu'à 10 000 habitants, vous rentrez sur une liste demain matin. Hein. Une ville de 10 000 habitants, n'importe qui essaye de s'intéresser à la vie de sa commune, qui va aux manifestations, qui rencontre des élus, le maire, etc., ah ben il a une place sur une liste sans aucune difficulté. Donc c'est pas vrai que tout dépend des investitures. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point concernant les investitures, notamment pour les élections législatives, pour se présenter au sénatorial, c'est très difficile. C'est vrai, mais c'est difficile pour tout le monde, y compris pour ceux qui sont en place. Donc allez-y. Essayez d'obtenir des investitures, mettez-vous dans un parti politique, le système fonctionne comme ça. Eh bien allez-y alors, si vous voulez changer, si ça va pas. Donc c'est pénible au bout d'un moment d'avoir que des leçons de morale en permanence. Moi quand je me suis lancé en politique au niveau local, alors je ne suis pas parlementaire, mais quand je me suis lancé en politique au niveau local, je me suis présenté en 2008 pour la première fois dans ma commune, contre le maire qui était en place, et à l'époque, enfin personne ne m'a dit « Oh bah viens Flavien, il y a une place, vas-y, assieds-toi, tu seras tête de liste ». Je veux dire, j'y suis allé, au début ça a été incroyablement difficile. Quand on distribue des tracts en disant bah, votez pour moi, je peux vous dire que, alors au niveau local, mais beaucoup au niveau national, bah ouais, 2 fois sur 3, les gens vous disent non, j'en veux pas, on se fait insulter en fait. C'est super dur. Donc avant de critiquer, allez-y, proposez votre programme, allez chercher des électeurs, mettez-vous sur une liste, rentrez dans un parti politique, changez le parti politique de l'intérieur. Il n'y a pas besoin de diplôme pour ça, on ne demande pas des attestations de je sais pas quoi, il suffit juste d'avoir de l'énergie et de la bonne volonté. Voilà. Et moi j'ai beaucoup de respect, et je le dis très sincèrement, pour tous les élus qui s'engagent au quotidien, quelle que soit leur conviction politique. J'ai énormément de respect pour tout le monde. Voilà, parce que c'est dur de faire de la politique. C'est beaucoup plus facile de commenter, de donner des leçons, des Yaka, Faucon, etc. Donc il faut y aller. Voilà, moi je le dis, allez-y. Il y a des municipales qui arrivent, investissez-vous sur les municipales. Puis si vous êtes élu sur une liste, vous pouvez être adjoint, vous pouvez être maire. Et puis après, vous pouvez viser le coup d'après, les législatives, les sénatoriales, ça marche comme ça. Donc moi quand je me suis présenté en 2008, ça a été difficile. Hein. Moi j'avais 42 ans. Donc vous voyez, non, j'avais pas 42 ans, je dis n'importe quoi, j'avais 36 ans en fait. Ouais, j'étais beaucoup plus jeune. J'avais 36 ans et donc j'étais dans ma carrière professionnelle. C'est un risque énorme hein, sur le plan professionnel, parce que quand vous dites à votre employeur, bah tiens, je vais faire une campagne, je prends des jours de congé ou des jours liés à ma campagne parce que je pourrais pas être là, je pourrais pas être au boulot, je fais ma campagne. C'est très risqué, hein, c'est pas un accélérateur de carrière, mais je l'ai fait. Puis quand j'ai gagné, oui, j'explique à mon employeur que maintenant que je suis maire, il faut que je m'organise et tout ça. Donc c'est très dur. Mais au moins j'y suis allé, quoi. Donc allez-y, c'est pas impossible. Et puis après, il y a autre chose qui m'agace. Je vais pas faire une vidéo trop longue, mais il y a autre chose qui m'agace de plus en plus, en fait. C'est toutes les bêtises que je peux entendre à longueur de journée sur la baisse des dépenses publiques. Alors ça, c'est... Quand on écoute les émissions radio-télé, c'est super facile. Il n'y a qu'à Faucon, machin. Et puis quelquefois on entend des choses, mais qui sont complètement fausse. Je ne vais pas vous faire la liste, hein, parce que sinon j'y passe 4 heures, et je pense que ça n'intéressera pas tout le monde. Mais je vais vous donner peut-être un exemple, pour bien me faire comprendre. Sur la question des dépenses, en fait,
La conviction partagée par beaucoup, c'est un exemple, c'est qu'il y a trop de communes. Il y a trop de communes, il y a trop d'élus locaux. Et donc ça coûte trop cher. Et qu'on n'a qu'à faire comme en Allemagne, on fusionne les communes, clac, paf, et on fera des économies comme ça. Ça, c'est une idée reçue qui est complètement fausse. Fusionner des communes, ça ne fait faire aucune économie. Mais je dis bien aucune économie. C'est même pire que ça. Fusionner des communes, in fine, fait que la commune nouvelle, en coût de fonctionnement, en frais de fonctionnement, coûte plus cher que les deux communes séparées. Je sais, c'est contre-intuitif, mais c'est comme ça. C'est la réalité. Et c'est factuel ce que je dis. D'une certaine façon, on a eu l'expérience des régions fusionnées. François Hollande avait expliqué qu'il a décidé ça tout seul, on fusionne les régions. On va faire comme les Länder allemands, on ne sait pas pourquoi, pour faire des économies, 10 milliards d'économies. Il n'y a pas d'économie. Chaque fois qu'il y a un contrôle de la Chambre régionale des comptes, on le constate, il n'y a pas d'économie en fait. Les deux régions ensemble coûtent plus cher que deux régions séparées. Et pour les communes, c'est exactement pareil. C'est la même chose en fait. Et en réalité, comment on l'explique ? D'abord parce qu'il y a plein d'explications. Mais c'est qu'en réalité, quand vous avez deux communes qui fusionnent, d'abord vous avez les régimes indemnitaires des agents municipaux qui s'alignent parce qu'ils deviennent agents de la même collectivité territoriale. Et donc ils s'alignent sur les indemnités, le régime indemnitaire le plus élevé. Bah oui, parce qu'on ne va pas dire aux gens « Ah mais comme on fusionne, votre salaire baisse ». Ça n'est pas possible. Et donc ça s'aligne sur l'eau, donc la masse salariale augmente. Comme ils sont fonctionnaires, il n'y a pas de départ. On peut dire dans les entreprises, quand deux entreprises fusionnent, ça fait faire des économies. Très souvent, il y a des plans de licenciement. Là, les emplois sont protégés. C'est très bien ainsi. Moi, je ne porte pas de jugement, mais en tout cas, il n'y a pas d'économie à attendre. Il n'y a pas beaucoup d'économies sur la commande publique. Il pourrait y en avoir plus. À mon avis, c'est peut-être là un des leviers qu'on pourrait activer d'une façon générale, même sans parler de fusion de communes. Je pense que la commande publique, on n'est pas bon parce que le code des marchés publics est très compliqué, ça va pas, les collectivités se font plumer en fait par les entreprises, je pense. On paye beaucoup trop cher par rapport à ce que paierait une entreprise privée pour le même marché. Et puis après, pour tout le reste, en fait, on aligne le service public par le haut. Donc, si vous avez une école de musique, par exemple, qui est une école de musique dans votre commune et qu'à tout côté, la commune avec laquelle vous fusionnez, il n'y a pas d'école de musique, l'école de musique, ça va être l'école de musique de toute la nouvelle commune. Et que si vous fusionnez deux communes de 5 000 habitants, donc ça fait une commune nouvelle de 10 000 habitants, et que vous avez un ou deux professeurs de musique dans votre commune, avec 10 000 habitants, on peut penser qu'il va y avoir besoin d'embaucher 2 professeurs d'école de musique. Sauf à dire, on arrête l'école de musique. Ce qui n'est pas possible. Vous n'allez pas dire aux habitants d'une des communes qui fusionnent, comme on a fusionné, on arrête tel service public, on réduit ici ou là. Donc en fait, ça ne marche pas. Et d'ailleurs, il suffit de regarder les chiffres en fait. Quand vous regardez les chiffres de la DGFiP, quand vous regardez les budgets, vous avez ce qu'on appelle les dépenses de fonctionnement. En fait, ce que coûte en termes de fonctionnement une commune. Alors, c'est les salaires des agents, c'est les charges à caractère général, c'est-à-dire l'électricité, les repas à la cantine, etc. Quand vous regardez les dépenses en euros par habitant, on voit que plus une commune est grande, plus elle coûte cher. Plus elle dépense. Donc, plus c'est gros, plus ça coûte cher. Donc, c'est exactement l'inverse de ce qu'on veut. Donc, quand on dit réduisons le nombre de communes, ça coûtera moins cher. En fait, si on réduit le nombre de communes, ça coûtera plus cher. Et d'ailleurs, d'une certaine façon, c'est ce qui s'est passé avec les intercos. On a transféré tellement de compétences vers les intercos en pensant que ça allait faire des économies. Les communautés de communes, les communautés urbaines, donc les métropoles. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que le législateur et la haute fonction publique, avec les différentes lois, notamment la loi NOTRe, qui ont poussé vraiment à transférer les compétences des communes vers les intercos, se sont peut-être dit, comme ça on fera des économies. Ça ne marche pas. Il n'y a pas d'économie en fait. C'est absurde. Donc il faut arrêter d'avoir cette obsession de la taille des collectivités, parce que plus c'est gros, plus ça coûte cher. C'est aussi simple que ça. Et donc on le voit, là, il y a des communes nouvelles. Donc, quand la Chambre régionale des comptes, il y a une commune nouvelle qui a été auditée par la Chambre régionale des comptes et qui met la Chambre régionale des comptes, les économies attendues ne sont pas au rendez-vous. Mais non, mais je ne sais pas qui peut être surpris de ça en fait. Et donc quand j'entends à longueur de journée sur les plateaux, oui, il y a trop de communes, il y a des strates de trop, etc. C'est pas le sujet en fait. C'est pas le sujet. Le sujet, il est ailleurs pour réduire la dépense publique. Moi j'ai des idées, ce ne sera pas peut-être le sujet de cette vidéo parce que je serai trop long. Mais c'est pas le sujet de il y a trop de communes. Sur les élus, là aussi j'entends des bêtises incroyables. Sur les élus locaux, on doit avoir plus de 500 000 conseillers municipaux en France.
Donc c'est énorme. Et alors là, on commence des comparaisons avec je sais pas quel pays, etc. On dit regardez ce que ça coûte, 500 000 élus, ils se gavent et tout. 80% d'entre eux sont bénévoles. 80% d'entre eux sont bénévoles. Dans les petites communes, il y a le maire qui touche une indemnité 500, 600, 700 euros, les adjoints qui touchent quelques centaines d'euros par mois. Ils y sont 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est-à-dire qu'ils ne comptent pas. Donc, je veux dire, le rapport temps-indemnité est complètement délirant en fait. Et tous les autres, ils sont bénévoles. Tous les autres, ils sont bénévoles. Même dans les communes de taille intermédiaire, vous avez les 3/4 des conseillers municipaux qui sont bénévoles. Et qu'est-ce qu'ils font les conseillers municipaux? Ils passent du temps au service des autres. Quand il y a la fête patronale, quand il y a des choses à faire, etc., ils sont sur le terrain. Et ils sont bénévoles. Donc c'est gratuit. Donc je ne sais pas ce qui est moins cher que gratuit en fait. On a des centaines de milliers de gens qui travaillent gratuitement pour leurs administrés, pour leurs concitoyens, et on nous explique que c'est trop cher. C'est complètement dingue. Et puis alors après, je sors un peu du sujet, mais sur les parlementaires, là aussi on dit oh là là, 360 sénateurs, 550 députés, ça fait 800, 900 parlementaires, c'est énorme, c'est beaucoup trop. Regardez aux États-Unis, la Chambre des représentants, etc. Regardez, ils sont beaucoup moins nombreux pour un pays 5 fois plus gros que la France. Et là encore, c'est complètement idiot, c'est complètement faux en fait. Parce qu'il faut savoir, c'est que dans chaque État américain, vous avez un Sénat avec des gens qui ont un pouvoir législatif. Donc quand on accumule l'ensemble des élus aux États-Unis qui peuvent voter la loi, d'accord, voter la loi, donc des parlementaires, on doit être à plus de 2000, 3000 même. Donc beaucoup plus qu'en France en fait, si on ramène ce ratio par habitant. Donc voilà, non pardon, 7000, voilà, c'est 7000 aux États-Unis. Donc beaucoup plus qu'en France. Donc ça n'a aucun sens de dire qu'il y a trop d'élus. C'est du populisme en fait. C'est du populisme. On a besoin d'élus pour voter la loi. On a besoin d'élus pour être présents sur le terrain. On a besoin d'élus pour faire le boulot. Donc c'est pas la bonne façon de réduire la dépense publique qui effectivement est à un niveau trop élevé. Et ça sera un autre sujet. J'en parlerai dans une autre vidéo. Bon. N'hésitez pas à réagir en commentaire de cette vidéo. Investissez-vous. Voilà, il y a beaucoup de communes où il n'y aura pas de liste, où il n'y aura pas de candidat en 2026. Et il y a beaucoup de communes où il n'y aura qu'une liste. Donc allez-y, c'est le moment. Il faut s'investir en politique. La France, elle a besoin de tout le monde. Les communes, elles ont besoin de tout le monde. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.